Merci à tous de votre participation à cette 4e conférence sur l'égalité femmes-hommes. Donc, je vais peut-être faire un petit rappel puisque vous êtes une nouvelle promotion d'éducateurs et de directeurs. Donc, vous ne savez pas forcément que l'école a un plan d'action en matière d'égalité femmes-hommes et que ce plan d'action comporte notamment un cycle de conférences. Et donc, c'est ce soir la 4e conférence de ce cycle qui va porter sur les violences faites aux femmes, la vie après. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Delphine Beauvais à ma droite, qui est directrice du pôle violences faites aux femmes à l'association Solfa, qui va présenter dans quelques instants cette association, son rôle et ses missions. Et à ma gauche, Madame Karine Boucher, qui est une ancienne victime de violences conjugales, en l'occurrence. Voilà, donc sans plus tarder, je propose que Madame Beauvais, vous puissiez commencer votre intervention. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Madame le maire. Donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'ai un support de présentation, alors qui est un support assez dense, sauf que voilà, je sais très bien qu'en 45 minutes, je ne vais pas avoir la prétention de vous former, de vous interpeller sur la question des violences. J'avais juste envie de vous donner quelques éléments à la fois de réflexion et de savoir. L'idée, c'était aussi de pouvoir favoriser à votre égard la question de l'orientation vers nos services, mais aussi vers d'autres services du territoire métropolitain, et puis peut-être de vous alerter sur la question des violences en termes de repérage et de diagnostic. Je veux bien qu'on lance le PowerPoint, s'il vous plaît. Alors, les violences faites aux femmes, la vie après, résilience et reconstruction. Ah oui, et c'est moi qui dois gérer ça. Bon, petite référence à Simone Veil, ça nous semblait être relativement intéressant au regard de la lutte que cette femme a pu mener, notamment sur la question du droit des femmes. Alors, du relèvement par le travail en 1947 à Solfa, le chemin d'une évolution. Donc, Solfa, Solidarité Femmes Accueil, est une association de loi 1901 qui intervient sur les territoires du Nord et du Pas-de-Calais et qui a été créée en 1947. Petite histoire très rapide parce que c'est aussi dans l'identité et dans les valeurs de l'association. Cette association a été créée par 2 femmes d'industriels du Nord. Donc, c'est un mouvement qui, pour nous, est relativement novateur pour l'époque, puisqu'on ne s'est pas inscrit dans un schéma empreint de religiosité comme la majorité des associations ont pu être créées à cette époque-là. Mais c'est parti de la volonté de 2 femmes d'industriels du Nord de créer un dispositif d'accueil de femmes qui sortaient de prison et qui sortaient de camps. Donc l'association a toujours été tournée du côté des femmes et des enfants, donc de 47 à aujourd'hui. Évidemment, l'association a fortement évolué. On est passé d'une association bénévole et caritative à quelque chose de beaucoup plus structuré et professionnalisé. Donc aujourd'hui, l'association, c'est 158 salariés, beaucoup de travailleurs sociaux principalement, mais également des psychologues, des maîtresses de maison, des éducateurs de jeunes enfants, des infirmières, des personnels d'encadrement et une équipe maintenance. Solfa, c'est 3 pôles d'intervention. Un pôle hébergement, insertion et responsabilisation. Responsabilisation des auteurs de violences conjugales qui se situe à Arras, qui est le dispositif Clotaire, et donc qui travaille avec le parquet d'Arras sur la responsabilisation des auteurs en poste ou pré-sententiel lors d'un premier, entre guillemets, passage à l'acte, marqué par le sceau de la justice. Donc l'idée de ce dispositif de responsabilisation, c'est d'accueillir pendant plusieurs semaines des auteurs en soirée pour leur permettre d'avoir une activité professionnelle en journée et de tenter par l'action conjuguée d'une travailleuse sociale et d'une psychologue de responsabiliser ces auteurs sur les actes qui ont pu être commis, sur le schéma de la violence, sur l'impact des violences sur les enfants qui sont aujourd'hui, et notamment au titre de la loi, reconnus comme victimes des violences conjugales, et évidemment de prévenir la réitération des faits. Donc, on s'inscrit vraiment dans une démarche de prévention et de limitation de la réitération des actes. Un pôle protection de l'enfance avec des maisons d'enfants à caractère social, un centre maternel pour des femmes enceintes ou avec des enfants de moins de 3 ans, et un dispositif qui, pour le coup, est le premier en France, qui a ouvert en décembre 2021, d'accueil de jeunes filles mineures victimes de prostitution.
Donc l'idée est de pouvoir accueillir sur 10 places, donc c'est le dispositif Gaïa, 10 jeunes filles mineures qui sont victimes de prostitution sur toute la France. Et enfin, le pôle violences faites aux femmes que j'ai la chance de diriger depuis maintenant 6 ans. Le pôle violences faites aux femmes, c'est 20 services et dispositifs qui sont répartis sur le Nord et le Pas-de-Calais, notamment sur le territoire de la Melle, sur le territoire des Flandres intérieures et maritimes, donc du côté d'Hazebrouck et dans la campagne d'Hazebrouck, ainsi qu'à Dunkerque et dans la campagne de Dunkerque, le Douaisis et le Pas-de-Calais, principalement sur les territoires de ce qu'on appelle la CAC et la CAL, c'est-à-dire les territoires de Lens-Liévin et de Hénin-Beaumont-Carvin. Le pôle comprend aujourd'hui 52 à 55 salariés selon les ouvertures de dispositifs, notamment pendant les périodes de ce qu'on appelle les veilles saisonnières, maintenant veilles sociales, c'est-à-dire des ouvertures de dispositifs entre le 1er novembre et le 31 mars, ce qu'on appelait auparavant les périodes hivernales. Le pôle violences faites aux femmes est membre de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Alors, c'est une grosse fédération qui comprend 73 associations sur le territoire national et outre-mer et qui travaille uniquement et exclusivement avec des femmes victimes de violences, avec ou sans enfants. Solfa et le pôle violence œuvrent par l'ensemble de ses salariés et de ses bénévoles à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les violences faites aux femmes, dont les violences conjugales, pour la reconnaissance du droit des femmes, des droits des femmes, et vise également la prévention des comportements sexistes. Une toute petite aparté sur la Fédération nationale Solidarité Femmes, ce qu'on appelle la FNSF plus couramment. La FNSF gère le 3919. S'il y a un numéro que vous devez retenir aujourd'hui dans tous les multiples propos que je vais vous tenir, c'est ce numéro de téléphone. C'est un numéro de téléphone gratuit, anonyme, qui n'apparaît pas sur les factures de téléphone, donc qui est très important pour ne pas être tracé par les auteurs des violences. C'est un numéro qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, auquel, au bout du fil, il y aura des écoutantes qui sont formées, professionnelles, sensibilisées. Ce n'est pas une plateforme comme on peut en avoir dans certains services ou certains opérateurs. Là, on est vraiment avec des professionnels de l'action sociale et des psychologues qui peuvent accueillir la parole des femmes victimes, des membres de l'entourage, d'autres professionnels, d'employeurs, de collègues, de membres de la famille, et qui, dans un deuxième temps, orientera la personne qui est au bout du fil vers le territoire d'appartenance de cette personne. Une femme de Lille appelle, elle appelle le 3919, l'écoutante orientera vers les services qui sont au niveau du territoire lillois. C'est vraiment un numéro qui est extrêmement important à retenir. Alors, très rapidement, sur le territoire de la métropole européenne de Lille, qui nous concerne un petit peu plus précisément aujourd'hui dans le cadre de vos actions, nous avons un accueil de jour, l'accueil de jour Rosa, qui est un accueil de jour pour femmes victimes de toute forme de violence. Qu'est-ce qu'on appelle femmes victimes de violence? Ce sont des violences qui sont commises à l'égard des femmes parce qu'elles sont femmes. Donc, nous sommes moins dans les violences structurelles, comme par exemple la question du sans-abrisme. On est vraiment sur la question des violences faites aux femmes parce qu'elles sont femmes. Donc, dans ces violences, on va retrouver la question des violences conjugales, qui recouvre à peu près 80% des femmes que nous pouvons accueillir, mais également des femmes qui sont victimes de traite humaine, d'esclavagisme, de mutilation sexuelle, de lesbophobie et de transphobie, de viol, de violences sexuelles, de harcèlement au travail ou de harcèlement dans la rue. Nous accueillons ces femmes et ces enfants de manière inconditionnelle. Nous leur proposons un certain nombre de prestations telles qu'une douche, une bagagerie, de la domiciliation, une laverie, la possibilité de prendre des repas et évidemment le bénéfice d'un accompagnement social et d'une orientation vers nos partenaires et vers les services spécialisés au regard des besoins de ces femmes. Nous développons au sein de cet accueil de jour un certain nombre d'activités qui permettent de développer le pouvoir d'agir de ces femmes et la question de l'empowerment. Et donc, l'idée, c'est toujours de partir du besoin des femmes que nous avons pu identifier, de l'expression de ces besoins, du repérage évidemment par les professionnels qui sont au sein de l'accueil de jour pour proposer des ateliers et des actions qui sont en adéquation avec ses besoins. Ça peut être des groupes de parole, ça peut être des ateliers d'arpentage, ça peut être des groupes de parole sur la question de la santé sexuelle et sur la vie affective, ça peut être des causeries, notamment sur la question des mutilations sexuelles. Donc on intervient toujours évidemment avec des partenaires qui sont au cœur des sujets et des problématiques que nous abordons. L'écoute Brunéo, c'est un lieu d'écoute et d'accompagnement pour les femmes victimes de violences conjugales. Écoute téléphonique, accompagnement et rendez-vous.
que ce soit sur place dans nos bureaux ou dans des lieux au sein desquels les femmes peuvent se rendre. On a des femmes victimes de violences qui sont extrêmement pistées par les auteurs et qui rendent impossible le déplacement au sein de nos services. De fait, on s'arrange avec les partenaires qui peuvent être concernés par une situation pour, j'utilise un gros mot, s'infiltrer lors de l'entretien, hors présence de l'auteur évidemment, et pour réaliser des entretiens d'écoute. Par exemple, ça peut se dérouler sur un entretien au Pôle emploi ou à la PMI, où la femme pourra se rendre sans être surveillée et pistée par l'auteur. Des dispositifs d'hébergement. Donc aujourd'hui, nous avons 156 places d'hébergement qui sont réparties sur le Nord et le Pas-de-Calais, 20 places à Lille et 56 places en urgence. Un hébergement lié à la parentalité, donc pour des femmes enceintes ou avec des enfants de moins de 3 ans, victimes de violences, pour 8 entités familiales. C'est aujourd'hui totalement insuffisant puisque en 2020, nous avons répondu à 15% des demandes d'hébergement que les femmes ont pu nous formuler. Donc nous avons en palliatif, entre guillemets, la possibilité de mobiliser des nuitées hôtelières pour les femmes et les enfants dans l'attente de l'accès à un hébergement d'urgence. Un dispositif pour les enfants qui s'appelle le Centre de consultation Brunéo Enfants, qui est un centre de consultation pour des enfants mineurs ou majeurs qui auraient ou qui vivraient encore une situation de violence conjugale au sein de la cellule familiale. C'est un accompagnement thérapeutique qui est mené par une psychologue. Pendant ce temps, une éducatrice spécialisée reçoit les mères dans le cadre d'entretiens liés à la parentalité et nous intervenons également dans le milieu scolaire, dans des milieux spécialisés. On est par exemple intervenu sur le PM de Quiévrechamp, on intervient auprès de jeunes de la PJJ, on intervient auprès de jeunes porteurs de handicap sur la question de la prévention des comportements sexistes et l'égalité filles-garçons. Le dispositif AMEL, qui est une équipe pluridisciplinaire mobile qui se déplace dans nos hébergements et nos accueils de jour pour accompagner les 1000 premiers jours de l'enfant et les femmes enceintes victimes de violences. L'idée est une intervention conjuguée entre une travailleuse sociale, éducatrice de jeunes enfants, et une professionnelle de santé pour vraiment travailler avec les femmes sur l'accueil de l'enfant et sur la sortie des violences avec une restructuration de la parentalité. L'abri, qui est un hébergement d'urgence pour femmes seules, femmes avec enfants, femmes enceintes et avec des enfants de moins de 3 ans. Et enfin, des dispositifs que l'on appelle d'aller vers, puisque c'est aussi la grande dynamique actuellement dans l'action sociale, notamment et médico-sociale, dans cette dynamique d'aller vers et finalement d'aller à la rencontre des femmes qui peut-être ne franchiraient jamais la porte de nos établissements. Donc nous avons un van qui s'appelle En voiture Nina Simone, qui est un van jaune aux couleurs pétantes et qui sillonne les routes du département du Nord pour aller à la rencontre de tout citoyen ou citoyenne qui se pose des questions sur l'égalité professionnelle, l'égalité entre les femmes et les hommes, la santé sexuelle et reproductive, la lesbophobie, la transphobie, la question des violences. C'est un van qui va se poser sur un marché, en bas d'un pôle emploi, sur un festival de musique qui se déroule le week-end, sur une compétition sportive. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment d'être au plus proche des personnes que nous ne rencontrerions pas au sein de nos structures. Et enfin, une intervenante sociale en gendarmerie, donc qui est rattachée sur la compagnie de gendarmerie de Lille, qui se déplace dans 5 gendarmeries de la métropole lilloise et qui va à la rencontre des personnes victimes et mises en cause, qui sont identifiées par les gendarmes ou qui peuvent être rattachées à une affaire qui est traitée par la gendarmerie ou par le parquet. Il y aura un petit temps de questions après mon intervention, donc pour l'instant je déroule, mais voilà, n'hésitez pas après tout ça. Alors, je ne connais pas exactement votre territorialisation en termes d'activités, de stages, de futures aussi mises en place professionnelles, mais de toute façon, je transmettrai à Madame le maire mon PowerPoint qui, évidemment, est à votre disposition. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout le détail des différents territoires, mais en tout cas, voilà, juste pour vous dire que ce que je viens de vous expliquer sur le territoire lillois est globalement reproductible et se trouve également sur les autres territoires qui sont les nôtres aujourd'hui. Flandre intérieure, Maritime, Douaisis, Pas-de-Calais. Vous aurez également les coordonnées de tous les services du pôle à la fin de ce PowerPoint. Donc voilà, l'idée, c'est pas de vous abonder de noms de structures et de dispositifs, mais c'est juste pour vous dire qu'on a globalement à peu près l'équivalent sur chacun des territoires.
Alors, nos missions, de manière très générale, l'accueil et l'écoute, l'accompagnement juridique et social, puisqu'on sait qu'il y a un très gros travail à réaliser auprès des femmes quand elles sont prêtes, en fonction de leur parcours, en fonction de leurs besoins, sur l'accompagnement juridique vers la sortie des violences, notamment dans le cadre d'un dépôt de plainte, dans le cadre d'un signalement au parquet, dans le cadre d'une démarche juridique entamée auprès d'un avocat, que ce soit par rapport à la mise en place d'une ordonnance de protection, que ce soit par rapport à la protection de leur enfant, par rapport à l'obtention d'un téléphone grave danger ou d'un bracelet anti-rapprochement. De l'accompagnement donc social à tous les niveaux, toujours au regard du besoin et de la spécificité du parcours de chacune des femmes que nous accueillons, de l'hébergement et de l'accès au logement, de l'accompagnement sociothérapeutique auprès des enfants, je vous en parlais tout à l'heure, du soutien à la parentalité, de la prévention et de la formation. Ce que je fais aujourd'hui auprès de vous, c'est tout un pan de notre activité, puisque nous partons du principe que toutes nos actions reposent sur 3 piliers d'intervention: la question de la prévention et de la formation, la question de la protection des femmes victimes et des enfants, et la question de la responsabilisation des auteurs. Si un de ces piliers est manquant, la question de l'éradication des violences faites aux femmes est un vœu qui sera pieux et qui restera pieux. C'est bien pour ça qu'on intervient également auprès de tout petits, dans des haltes-garderies, dans des crèches, dans des maternelles, pour sensibiliser dès le plus jeune âge sur la question de l'égalité entre les filles et les garçons. Un soutien à la parentalité, je l'ai déjà dit, de l'animation de réseaux de professionnels, coordination des acteurs de la santé, de la justice, de l'action sociale, des services hospitaliers, de tout ce qui est soutien psychologique et autres services, et de l'alerte et de la sensibilisation, notamment au niveau des pouvoirs publics, notamment par le fait que nous sommes adhérents à la FNSF. Et pour ma part, je représente le territoire nord de toutes les associations qui sont présentes sur ce territoire au niveau des différents ministères qui travaillent sur la question des violences faites aux femmes. Nos outils d'intervention, des rendez-vous individuels d'écoute et d'entretien, de l'accueil inconditionnel, un respect complet de l'anonymat. À partir du moment où la femme ne souhaite pas nous donner ses coordonnées, son identité, on accepte un pseudo, on accepte une initiale, on accepte parfois des images que les femmes peuvent nous donner. Voilà, il n'y a aucune obligation de rentrer dans un fichier en transmettant les coordonnées, le téléphone, l'adresse, etc. C'est vraiment en fonction du respect et du rythme de la femme. Beaucoup d'ateliers collectifs, beaucoup. On est vraiment très centré sur la question de la paire aidance. Et pour nous, ça passe beaucoup par le collectif, en sus de l'individuel, évidemment. Beaucoup de visites à domicile. On va au plus proche d'eux. Évidemment, jamais de visite à domicile si la femme victime de violence est encore au domicile avec l'auteur. On favorise un accompagnement de la victime avec toutes les possibilités qui sont les siennes, mais jamais on se rendra au domicile si l'auteur est encore en présence. Une mise à l'abri d'urgence et de stabilisation par nos hébergements ou par des nuitées d'hôtel. Alors, petite précision, nous avons en termes de subventions qui nous permettent de fonctionner aujourd'hui 80% de mécènes publics, de subventions publiques, services de l'État, départements, villes, communautés de communes, etc. Et 20% de mécènes privés qui, à travers un fonds de dotation qu'on a créé maintenant il y a 5 ans, nous accompagnent sur des choses un peu plus spécifiques et qui ne sont pas forcément pris en compte et en considération par des financements publics. Un exemple, le financement de nuitées d'hôtel. L'année dernière, on a pu financer 639 nuitées d'hôtel pour éviter que les femmes et les enfants repartent avec un sac de couchage et un tapis de sol comme on le faisait auparavant pour dormir dehors. Donc aujourd'hui, on peut les mettre à l'abri dans des hôtels sur différentes villes du territoire, ce qui est à la fois extrêmement sécurisant pour les femmes et aussi sécurisant pour les équipes éducatives. Des actions d'aller vers, le développement du pouvoir d'agir des femmes et des enfants, le développement et la promotion de la paire aidance, le travail en réseau et en partenariat. On a beau avoir 20 services et dispositifs, 55 salariés qui sont dévoués 5 jours ou 6 jours sur 7 à ces missions, évidemment, sans partenariat, on n'est rien. Et les acteurs que vous représentez ou que vous représenterez demain sont évidemment pour nous une pierre angulaire aussi de cet accompagnement. Des outils de formation et de sensibilisation qui sont toujours adaptés à la demande du public. On ne va pas intervenir forcément dans une promo de gynécologue de la même manière qu'on va intervenir auprès de vous ou auprès de, par exemple, d'étudiants en médecine, en droit, etc. Donc, on est toujours sur une adaptabilité de nos outils.
Alors, je voulais vous parler, en lien avec Madame le maire, d'un outil qu'on est en train de développer et qui pouvait peut-être vous intéresser ou vous parler peut-être plus directement. Un outil de responsabilisation et de sensibilisation que nous allons mener à l'égard des jeunes qui sont accompagnés par la PJJ sur le Pas-de-Calais. Donc, en fait, on va intervenir aujourd'hui sur 6 journées d'intervention auprès de jeunes qui sont rattachés sur les antennes de Boulogne, sur les antennes d'Arras, sur les antennes de Calais, en lien avec un intervenant théâtre qui s'appelle Mathieu Anquet. Je vous ai mis ses coordonnées téléphoniques et mail également, qui est une personne qui intervient par le biais du théâtre Forum et du théâtre de l'opprimé pour pouvoir, avec les jeunes de la PJJ que nous allons sensibiliser et former, pouvoir finalement mettre en acte des choses qui ont été travaillées et qui auront été abordées avec les jeunes durant la journée de sensibilisation. Donc, l'idée, c'est de donner une dimension un peu plus expérientielle au discours. On est évidemment, nous, porteurs de messages forts avec des outils qui sont fortement axés sur la question de l'éducation populaire auprès des jeunes et auprès des publics qu'on sensibilise ou qu'on forme. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir, à un moment donné, mettre en acte les messages qui auront été déroulés sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, sur la question de la culture du viol, sur la question des relations de la violence conjugale s'instaurant dans des relations amoureuses dès le plus jeune âge, et sur la question des violences sexistes et sexuelles pour lesquelles potentiellement ces jeunes que nous aurons en stage, sur lesquels ils auront pu à un moment donné être réprimés, ou tout au moins qui les amènera à être accompagnés par des professionnels de la PJJ. Donc, à travers une démarche de mise en de mouvement de mots et d'actes, permettre aux jeunes concernés par cette démarche médiatisée de développer une forme d'empathie à l'égard de ce que les victimes ont pu vivre dans le cadre des violences sexistes et sexuelles. Donc, je vous ai mis un petit brief sur le travail que Matt, donc Monsieur Anquet, réalise à cet égard. Donc voilà, libre à vous d'aller voir un petit peu comment ça se passe au niveau de ces interventions. Donc, ces interventions vont se dérouler à partir du 21 avril et seront réparties sur toute l'année 2022 à destination donc, de 6 groupes de jeunes de la PJJ. Quelques chiffres très rapides sur le pôle violences faites aux femmes. Plus de 7000 passages de femmes et d'enfants dans nos 3 accueils de jour sur l'année 2021. Plus de 10 000 appels de femmes, de membres de l'entourage, de professionnels au sein de nos services d'écoute. 639 nuitées d'hôtels financées en 2021, je vous en ai parlé. 159 places d'hébergement, 15% des demandes satisfaites en 2020. 284 enfants qui ont été reçus en centre de consultation thérapeutique, 1024 enfants qui ont été sensibilisés sur la question de la prévention des comportements sexistes et 671 entretiens qui ont été réalisés au sein du VAN et au sein d'un point d'écoute qui malheureusement a fermé au 31 décembre, mais qui se situait sur la zone commerciale de Dochamp V2 et qui permettait d'accueillir toute personne qui se posait des questions sur l'égalité salariale, la prévention des comportements sexistes, etc. C'est un point d'écoute qu'on avait ouvert 15 jours après le premier confinement du 17 mars 2020 et qui a permis notamment aux femmes victimes de violences qui ne pouvaient plus s'extraire de chez elles, puisque le confinement, on a quand même vu une augmentation de 30% des violences conjugales durant cette période, puisqu'on a eu des huis clos très très forts et très renforcés entre les auteurs et les victimes. Et on se rendait compte, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, que finalement le moment des courses était le seul moment de liberté que les femmes pouvaient avoir dans cette période de confinement. Et donc on a décidé d'ouvrir avec les services de l'État en urgence un point d'écoute pour essayer de capter les femmes qui avaient ce créneau quelque part de disponible pour pouvoir s'entretenir avec des professionnels, voire pour être mises à l'abri en extrême urgence. Alors, les violences faites aux femmes, de quoi parle-t-on ? Alors, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque globalement, ce sont les différents types de violences que nous pouvons accueillir au sein de nos accueils de jour. Donc, violences faites aux femmes parce qu'elles sont femmes. Quelques chiffres. Une femme sur 3 a été ou sera victime au cours de sa vie, victime de violences. Donc, comptons le nombre de femmes au sein de cet amphi et disons-nous qu'une sur 3 a déjà été ou sera victime de violences. Une femme sur 4 est victime de violences conjugales dans le monde, une femme sur 10 en France.
Alors, pourquoi une femme sur 10 alors que, par exemple, en Europe, c'est une femme sur 5? Plusieurs critères d'explication peuvent être comment dire, mis en avant. Tout d'abord, des pays, notamment en Espagne, où on a des dispositifs de protection qui sont extrêmement déployés, qui sont existants depuis bien plus longtemps que nous en France. Je pense notamment au bracelet anti-rapprochement qui existe depuis plus de 10 ans en Espagne, qu'on vient juste de mettre en place en France et qui est expérimenté aujourd'hui encore de manière pour nous insuffisante, mais en tout cas qui a le mérite d'exister. Donc avec des dynamiques selon les pays qui peut être différentes sur les mesures de protection, mais aussi parfois avec une culture patriarcale et machiste qui peut être beaucoup plus développée sur certains pays, et notamment sur les pays du sud de l'Europe, donc l'Espagne, le Portugal et l'Italie, et qui est bien moindre sur des sociétés, par exemple, plus situées au nord de l'Europe, et qui ne laissent rien passer sur la question des violences, avec aussi une répréhension et une systématisation de peines à l'encontre des auteurs, et ce, dès le premier passage à l'acte. Une femme meurt en France tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Pour le moment, nous avons répertorié 11 féminicides depuis le 1er janvier 2022. Il est vraiment important de préciser que la question des féminicides se déroule également quand il y a séparation du conjoint, qui est un moment propice, entre guillemets, à l'accentuation des violences, voire au passage à l'acte qui peuvent amener à la mort de la femme, voire des enfants. Il y a 2 moments qui sont clés et qui nous amènent une extrême vigilance sur cette question-là. C'est le moment de la séparation et le moment de la grossesse. Pourquoi la grossesse? Parce que le corps de la femme n'appartient plus à l'homme, parce que le corps de la femme se transforme et c'est insupportable pour l'auteur, et parce que la grossesse amène la présence d'un tiers par la présence du fœtus puis de l'enfant dans la relation, ce qui peut être insupportable et intolérable pour l'auteur. Donc voilà, nous on a 2 gros points de vigilance sur la question du passage à l'acte, c'est la séparation et la grossesse. 250 femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol chaque jour en France, ce qui représente à peu près une femme toutes les 10 heures. 1 sur 2 le sont dans le cadre d'un contexte de violence conjugale. Je rappelle la question du viol conjugal qui, heureusement, est pénalisé depuis 1992 et où on a arrêté depuis quelques années de parler du devoir conjugal dans le cadre de la conjugalité. 10% des femmes oseront porter plainte, 1% de condamnation. 1 tiers des femmes ont déjà subi du harcèlement sexuel au travail. 80% des femmes en situation de handicap ont déjà subi des violences, ce qui est énorme. C'est un chiffre dont on parle trop peu et qui aujourd'hui manque de visibilité sur la question des femmes porteuses de handicap. Mais les violences, c'est où? C'est dans le milieu du travail, c'est dans la rue, c'est dans le couple, c'est dans la famille, c'est au sein des institutions scolaires, au sein des universités. Donc on a un gros point de vigilance sur les femmes porteuses de handicap. Une fillette de moins de 12 ans est mariée de force toutes les 3 secondes dans le monde. Et enfin, 50% des femmes refusent de se déplacer dans certains espaces publics par peur d'être agressées. Je suis désolée, mon intervention, elle n'est pas très funky en cette fin de journée. Mais pour nous, c'était important de vous rappeler ces éléments contextuels aussi. C'est une violence qui est ancrée dans un fonctionnement machiste et patriarcal. Alors, ce n'est pas nous, Solfa, parce qu'on est une association tournée du côté des femmes avec une petite empreinte féministe qui vous disons ça. C'est évidemment basé sur la déclaration de l'ONU qui a été adoptée en 1993 et qui établit que la violence à l'égard des femmes est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes, ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes, privant ainsi les femmes de leur pleine émancipation. Je voudrais juste rappeler que la question du féminisme, alors il y a plein de courants féministes qui existent, les premiers ayant été développés dans les années 60-70, notamment avec la création du MLF et la question de la planification et du droit à l'avortement. Mais la définition propre et nette du féminisme, c'est une égalité parfaite en droit et en devoir entre les femmes et les hommes. Donc, quelque part, n'ayons pas peur d'utiliser ce mot. Ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas un vilain mot, c'est pas un mot qui est attribué à quelques excités qu'on peut parfois catégoriser comme étant excités et complètement déchaînés. C'est juste un terme d'égalité parfaite entre les femmes et les hommes. Les violences affectent toutes les sphères de la vie de la femme,
C'est le signe le plus fort de la discrimination à l'égard des femmes, une inégalité de droits entre les femmes et les hommes. Et enfin, 80% des femmes victimes de violences le sont par des hommes qui se situent dans leur entourage. Donc avec un sentiment de honte aussi à dénoncer de tels actes. Les violences conjugales, c'est quoi? Alors d'abord, il faut faire un distinguo très important entre les violences conjugales et les conflits de couple. Nous sommes toutes, ou nous avons toutes, tous été amenés à un moment donné à rencontrer une situation de conflit dans notre couple. Le conflit peut être fort, peut être récurrent, peut parfois même être violent, mais dans le conflit de couple, il y a toujours une égalité entre les deux protagonistes. Alors attention, je parle de violence entre les femmes et les hommes, je parle de violence conjugale entre les femmes et les hommes. Les violences conjugales au sein des couples homosexuels existent, dans les couples lesbiens, dans les couples homosexuels entre deux hommes. Donc voilà, quelque part, je raccourcis mon discours, mais on est bien sur des, on n'est pas sur une féminisation ou une sexualisation des violences, on est bien sur une question de genre, de féminin et de masculin. Juste pour préciser mon propos. Dans un couple où il n'existe pas de violence conjugale, le nous représente ce que l'on partage ensemble. Il peut y avoir des accords, mais la relation reste égalitaire. Même si le conflit peut être violent et ponctué d'insultes, voire même de passage à l'acte physique. Mais ce n'est pas de la violence conjugale. Dans le couple où il y a de la violence conjugale, l'égalité n'existe pas. La victime n'a aucun espace propre, avec ses intérêts, ses amis, ses goûts, etc. La relation est complètement inégalitaire. La violence nie l'autre. Elle fait exploser le territoire de l'autre. Le schéma que je vous ai mis à côté pour nous est extrêmement révélateur. Il y a deux personnes, le moi et le toi, dans une relation de couple. Même où il peut y avoir du conflit, il y a finalement une entité qui vient se créer par la relation, qui est le nous, même si elle peut être dysfonctionnante à certains égards. Dans la question de la violence conjugale, le moi n'existe plus. C'est le toi, donc l'autre, et le nous. Et le nous est complètement englobé et sous l'emprise et la domination de l'autre. Je n'aurai pas l'occasion de vous le diffuser parce que le temps me manquait, mais c'est un support de formation qu'on utilise très souvent et qui est extrêmement bien fait. Ça s'appelle Fred et Marie. Vous pourrez le trouver sur YouTube sans aucun problème. C'est un court-métrage qui dure 10 minutes, un quart d'heure. Il n'y a aucun passage à l'acte physique. Mais alors, c'est un documentaire, un court-métrage qui reprend extrêmement bien tous les mécanismes que je vais aujourd'hui mettre en exergue auprès de vous. Donc vraiment, je vous invite à le voir. Il est suivi d'un Marie et Fred, opus numéro 2, qui est aussi extrêmement intéressant sur la question de l'émancipation de la femme et la sortie des violences. Alors, la violence conjugale, c'est avant tout une notion d'emprise et de domination. La définition de l'emprise, c'est une forme d'ascendance psychologique, de manipulation mentale, voire de torture psychique qui est récurrente et qui est utilisée dans le but de victimiser une personne et de parvenir à ses fins. Marie-France Irigoyen, qui est aussi une référence littéraire, entre guillemets, en la matière, qui est son ouvrage le plus connu, ça s'appelle L'emprise, travaille depuis plus de 40 ans sur ces questions et met en exergue que l'emprise est une destruction des capacités psychiques et subjectives de la personne victime. Elle enferme l'autre dans une relation dont les victimes ne parviennent pas à sortir. Alors, je vais mitiger un peu mon propos. Évidemment que nombre de femmes parviennent à sortir de cette emprise par un accompagnement adapté, par leur propre force, leur propre résilience, mais on en reparlera tout à l'heure, par l'accompagnement aussi de tiers qui peuvent être tant des professionnels que des membres de l'entourage. L'emprise, c'est le socle des violences psychologiques dont le but est de soumettre l'autre à sa propre domination. Je vous ai mis également la référence du code pénal sur la question de l'emprise et en sachant que depuis le Grenelle des violences qui s'est déroulé en 2019, on a vraiment une implication forte du législateur sur la reconnaissance de l'emprise dans le cadre des violences et notamment des violences psychologiques qui restent compliquées à venir déterminer et à venir prouvées, mais qui sont quand même de plus en plus au cœur des débats, notamment avec les parquets, avec les JAF, avec les juges des enfants et également avec toutes les autorités judiciaires et les unités médico-judiciaires.
qui, je vous le rappelle, au niveau des centres hospitaliers, délivrent ce qu'on appelle les certificats d'ITT, l'incapacité temporaire de travail, et qui va rentrer en ligne de compte dans le cadre d'une judiciarisation de situation et d'une pénalisation pour un auteur de violence. Cette notion d'emprise est donc fondamentale pour comprendre pourquoi les femmes victimes de violences restent auprès de leur conjoint ou reviennent en moyenne 7 fois auprès de leur conjoint ou de leur ex-conjoint avant de pouvoir partir définitivement. Évidemment, c'est une moyenne, mais c'est un chiffre qui pour nous est extrêmement parlant et révélateur et qui peuvent parfois être importants aussi pour les professionnels qui ne sont pas spécialisés auprès des femmes victimes pour comprendre pourquoi une femme pour laquelle un professionnel, je pense par exemple à un professionnel qui se situe en UTPAS, va débloquer tous les moyens qui sont en sa possession, va permettre à la femme d'accéder à un hébergement en 24 heures, va faire en sorte que les enfants changent d'école, etc., etc., et qu'à un moment donné, cette professionnelle, au sein d'un UTPAS, par exemple, pourra s'apercevoir ou pourra prendre connaissance du retour de madame au domicile. Oui, madame pourra faire des allers-retours. Ça fait partie de la question de l'emprise, ça fait partie de la question de la domination. N'oublions pas aussi que les femmes victimes de violences, mais je laisserai madame Boucher s'exprimer là-dessus et je pense qu'elle le fera beaucoup mieux que moi. N'oublions pas qu'au départ, il y a une relation de couple, il y a une relation, espérée. Il y a de l'amour, en tout cas de la part de la victime. Il y a une volonté de construire quelque chose, d'avoir un schéma familial, d'avoir une relation de couple. C'est extrêmement compliqué pour les femmes victimes de se défaire de ça, de se départir de ça, d'accepter que la relation n'a pas fonctionné, de séparer les enfants aussi, de partir avec les enfants, de renoncer à leur environnement, de renoncer à ce qu'elles ont construit, à l'idéal et au fantasme aussi de ce qui a été construit. Et aussi, n'oublions pas de la pression sociétale qui est quand même forte et qui amène des femmes à entendre régulièrement autour d'elles « mais tu peux pas partir ». Mais il est quand même super bien, il a quand même un super boulot. Enfin, tu vas pas tout quitter. C'est normal dans un couple de subir. Non, en fait, c'est juste pas normal. Donc voilà, c'est aussi des choses qu'on travaille beaucoup avec les femmes et avec des femmes, ça peut prendre parfois plusieurs années avant qu'elles osent et avant qu'elles arrivent à franchir le pas d'un départ définitif. Les typologies de violences, les violences psychologiques, on en a parlé avec la question de l'emprise. Je vais juste vous donner un exemple qui pour moi a été un des plus marquants aujourd'hui auquel on a pu être confronté. On a accompagné une dame qui a vécu 30 ans de violences conjugales, 30 ans de violences psychologiques et verbales. Jamais monsieur l'a touchée. Pendant 30 ans, il lui a répété à raison de 30, 40, 50 fois par jour à l'oreille « t'es qu'une pute ». Il l'a réveillée la nuit pour lui dire t'es qu'une pute. Monsieur médecin, madame avocate, très bons milieux sociaux. Et en fait, toute la journée, dès qu'il pouvait se voir devant les enfants, devant le cercle amical, dans des réunions de famille, dans la voiture, n'importe où, il venait près d'elle et il lui susurrait à l'oreille t'es qu'une pute, t'es qu'une pute, t'es qu'une pute. Madame, elle est détruite aujourd'hui psychologiquement. Il l'a jamais touchée. Il l'a jamais touchée. Elle a jamais eu un bleu, elle a jamais eu une ecchymose. Par contre, elle est complètement bousillée. Donc voilà, la violence psychologique, on n'en parle pas assez. Je rappelle que dans les violences conjugales, la violence physique, c'est 45 à 50% des situations. Par contre, 100% de violences psychologiques. Les violences verbales, je viens de vous l'illustrer. Les violences physiques, qui passent par toutes les gammes de ce que les auteurs peuvent développer dans leurs actes. Les violences sexuelles, alors c'est évidemment les rapports sexuels forcés, c'est la transmission d'IST. Alors ça, c'est un truc qui se développe depuis quelques années et qu'on rencontre de plus en plus, des femmes qui se retrouvent contaminées par différentes maladies sexuellement transmissibles transmises par le conjoint. C'est l'obligation de l'avortement pour une femme, ou c'est au contraire l'interdiction pour la femme de disposer de son corps et donc d'avoir un libre accès à la question de l'avortement. Les violences économiques, c'est substituer à l'autre sa carte bleue, son chéquier, tous les moyens de paiement, ou lui attribuer, selon le bon vouloir de l'auteur, quelques euros pour parvenir tous les jours à faire les courses, à mettre de l'essence, etc., avec évidemment une surveillance accrue des dépenses. Les violences administratives, c'est substituer à l'autre sa carte d'identité, son passeport,
empêcher une femme en situation de régularisation d'accéder à un rendez-vous à la préfecture, par exemple, qui lui permet de renouveler un titre de séjour. C'est d'anéantir finalement la place de citoyenne et l'identité de la femme. Et enfin, la question de la cyberviolence ou du cyberharcèlement. Donc ça, c'est la question d'infiltrer les réseaux sociaux de la femme victime, le téléphone, les traceurs. Donc ces messieurs, parce que c'est quand même 95% d'hommes dans les situations de violence conjugale, ont une imagination absolument débordante sur le fait de mettre des traceurs dans des lieux complètement impromptus. Je vous donne un autre exemple. Une femme qu'on a changé 4 fois d'hébergement. Donc on a fait passer à Lille, à Hénin-Beaumont, à Douai. On ne comprenait pas. Elle avait changé de numéro de téléphone, elle avait effacé tous ses contacts et monsieur, il l'a retrouvé systématiquement. Et ben en fait, monsieur, il avait mis un traceur dans la poussette de l'enfant. Ah, ben, il fallait y penser quand même. Hein. Mais on a mis quand même 4 mois avant de se rendre compte que finalement, c'était cette poussette qui permettait à monsieur de géolocaliser madame et donc de la retrouver dans nos hébergements. Le cycle des violences. Très rapidement, le cycle de la violence. Alors, la violence conjugale, elle ne s'instaure pas du jour au lendemain. Elle n'arrive pas comme ça. D'un seul coup, vous rentrez à la maison, tout se met en branle. C'est un cycle long, progressif, qui s'instaure dans la durée, qui est réitéré par des actes répétitifs et de plus en plus accentués de la part de l'auteur. D'abord, c'est la phase de tension. Par exemple, on a des femmes qui nous disent qu'en fonction de la manière dont monsieur va couper son moteur quand il arrive devant la maison, elles savent comment la soirée va se passer. La manière dont l'auteur va introduire la clé dans la serrure de la porte d'entrée. Elles savent comment la soirée va se passer. C'est toutes ces tensions qui amènent la femme à être en survigilance et en surattention pour que les choses ne partent pas en cacahuète et que la soirée se déroule à peu près correctement. Mais de toute façon, ces femmes, elles auront beau tout faire. Si l'auteur a décidé qu'à ce moment-là, il y a un passage à l'acte, il y aura le passage à l'acte. Il y a le moment de la crise. Donc la crise, c'est les violences physiques, psychologiques, verbales, violences sur les enfants, évidemment, violences en présence des enfants. Donc le moment de la crise. La justification, j'étais fatiguée, je suis rentrée tard, j'ai passé une journée de merde au boulot, mon patron, c'est vraiment un con. Enfin, je pensais rentrer et je pensais trouver les enfants en pyjama. Je pensais qu'ils auraient mangé, qu'on ferait une soirée tous les deux. Ben non, c'est le bordel dans la maison. Les jouets ne sont pas rangés, les enfants n'ont pas mangé. Je vois que tu ne supportes absolument pas. Tu ne me supportes pas dans ce que je suis en train de vivre actuellement. Tu es égoïste. Enfin bon, le florilège de justification peut être très très important. Et enfin, évidemment, la phase de lune de miel. Les excuses, mais il y a quand même toujours une responsabilité de la part de la femme, le bouquet de fleurs, le restaurant, le week-end, voilà. Alors attention, nous avons tous potentiellement des conflits dans notre couple et nous sommes toujours heureuses d'avoir une invitation au week-end pour que la situation soit plus agréable. Là, je parle vraiment d'un contexte de violence conjugale. Donc surtout, ne vous empêchez pas d'offrir des fleurs, des week-ends, des repas au restaurant. Voilà. J'essaie de vous faire sourire, mais je vois que ça prend pas beaucoup. Je suis désolée, hein, je vous plombe un peu peut-être. Mais voilà, en tout cas, la phase de lune de miel, elle est aussi forte de la part de l'auteur. Et évidemment, c'est aussi l'occasion pour les femmes de se dire que ça va aller mieux et que demain sera un autre jour et que peut-être c'était juste une situation un peu compliquée dans le couple et que ça va se passer et qu'ils vont réussir à passer cette étape. Le cycle de la violence s'accentue et la phase de lune de miel, tout doucement, disparaît. Mais c'est des mécanismes qui sont mis en place sur des semaines, des mois, voire des années, et dont les femmes ne conscientisent pas tout de suite l'importance et les conséquences qui peuvent être les conséquences sur elles, pardon. La grossesse et la séparation, je vous en ai parlé, je ne vais pas approfondir. Alors, plus que jamais, les victimes ont besoin d'être repérées, écoutées, accompagnées et protégées. Plus que jamais, le travail associatif est nécessaire afin de trouver une issue à la sortie des violences pour ces femmes qui ont perdu espoir de s'en sortir, pour celles qui ne voient aucune issue aux violences qu'elles subissent. La prise en charge des femmes est possible avec des associations qui sont mobilisées à leur côté et par des moyens renforcés. Attention, et ça c'est quelque chose qu'on dit quand même très très souvent aux associations avec lesquelles on bosse. Chaque association a son domaine de compétences. On n'est pas médecin au niveau de l'association, on n'est pas policier,
on n'est pas gendarme, on n'est pas chacun son domaine de compétence. Par contre, le fait à un moment donné de pouvoir allier nos interventions, notre regard croisé et nos outils d'intervention, c'est pour nous la clé de la réussite de la sortie des violences. Mon Dieu, ça va être hyper frustrant. Je vais passer sur les stratégies de l'auteur, même si voilà, j'aurais aimé m'y attarder. Je vais arriver peut-être très rapidement sur la question de la résilience, puisque c'est aussi entre guillemets, le thème de cette conférence. De toute façon, vous aurez ce PowerPoint, donc vous pourrez reprendre les autres éléments. Et évidemment, je serai à votre disposition pour, à un moment donné, si vous avez besoin, individuellement ou collectivement, d'approfondir un point, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, etc. Vraiment, n'hésitez pas à revenir vers moi. Alors, la vie après, résilience et reconstruction. Alors, je voulais juste vous faire un petit focus, même si je pense que vous l'avez déjà parcouru dans le cadre de vos études, mais la résilience, c'est l'appropriation d'un concept qui émane de la physique et qui revient à Boris Cyrulnik en partie, l'auteur d'un merveilleux malheur, et qui a été travaillé par notamment Serge Tisseron, qui donne, lui, une autre vision de la résilience qui me semblait aussi intéressante à aborder. Donc la résilience, c'est un terme qui est emprunté à la physique et qui a comme caractéristique, en fait, c'est une caractéristique mécanique qui définit une résistance au choc d'un matériau. La psychologie, la psychanalyse et toute l'action psychosociale a repris ce concept pour désigner la capacité des individus à surmonter des traumatismes, à se reconstruire et à savoir finalement transformer le traumatisme en nouveau départ. C'est notamment des choses qui sont travaillées dans le cadre des psychotraumas. Je vous invite, si vous n'en avez jamais eu l'occasion, à prendre attache avec le Centre de psychotrauma de Lille, le CRP, d'aller sur leur site internet aussi pour pouvoir peut-être vous approprier la question du psychotrauma de manière un peu plus fine et un peu plus renseignée. La résilience permettrait donc de prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne pas ou à ne plus le vivre et de fait de se reconstruire d'une façon, entre guillemets, de manière sociétalement acceptable. La résilience serait rendue possible grâce à la structuration précoce de la personnalité par des expériences constructives qui sont positives, notamment dans la question au moment de l'enfance, et par la réflexion, par la parole, voire par l'accompagnement. Néanmoins, le succès de la résilience tient avant tout aux espoirs qu'il suscite, qui peuvent s'inscrire dans une certaine vision parfois un peu moralisatrice. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ne parviennent pas à se reconstruire ? Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui, malgré un schéma qu'on voudrait être résilient, ne parviennent pas à surmonter certains traumas ? Je ne vais pas développer parce que je vais vraiment manquer de temps, mais je vous invite vraiment à lire l'ouvrage de Serge Tisseron, si vous êtes intéressé par la question, et qui amène vraiment un autre regard sur la question de la résilience. Les résilients sont ces personnes qui ont vécu des traumas et qui arrivent à les surmonter. Finalement, au royaume des victimes, c'est des héros. Mais à quel prix ces personnes paient finalement le parcours de résilience ? La réussite sociale du résilient ne cache-t-elle pas parfois de graves difficultés, notamment dans les sphères privées ou dans les sphères professionnelles ? Quid de ceux qui ne parviennent pas à surmonter ça et qui occasionnent notamment des plaies psychiques ? C'est un concept également qui peut déresponsabiliser le sujet d'avoir à répondre finalement de ses actes. C'est pas de ma faute, j'ai pas eu la résilience. Ça, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement auprès des auteurs de violences conjugales, mais aussi des auteurs de violences sexuelles. On intervient sur des groupes de responsabilisation pour les auteurs de violences. Alors, il faut savoir que les auteurs de violences conjugales, c'est 50 à 55% des auteurs qui eux-mêmes ont été victimes de violences dans l'enfance. Ça n'excuse pas. Ça permet d'expliquer. Et on a parfois des auteurs qui sont parfois un peu plus fins que les autres et qui empruntent le concept de résilience en disant en fait, moi, on ne m'a jamais permis d'être résilient. La résilience, c'est un accompagnement, c'est un processus, c'est un cheminement psychique. Ce n'est pas une excuse pour commettre ensuite un acte qui, à un moment donné, va porter atteinte à l'intégrité de l'autre. On est beaucoup plus au niveau de l'association et au niveau du pôle violence basé sur la question de la reconstruction. En rappelant que chaque femme et chaque enfant est unique, aucune histoire ne se ressemble, aucun schéma n'est préétabli. Je rappelle juste qu'évidemment, mais ça je pense que c'est quelque chose qui est évident pour vous, la violence conjugale, ça touche toutes les femmes
de n'importe quelle sphère au niveau professionnel, de toute religion, de tout niveau socioculturel, de tout niveau de vie. Ce n'est pas l'apanage d'une sphère de personnes en situation de précarité, comme on l'entend parfois beaucoup trop dans les journaux. Monsieur était alcoolisé, madame était bénéficiaire du RSA ou sans travail. Non, ça peut toucher tout le monde et ce n'est pas l'apanage d'une sphère en particulier. L'idée, c'est de proposer une écoute qui est bienveillante, qui est inconditionnelle, qui est non jugeante, tout en étant conscient, évidemment, de nos et de vos limites. On n'est pas là pour sauver les femmes, on est là pour leur proposer un accompagnement adapté. Faire le premier pas, c'est-à-dire exprimer ce que vous voyez. N'ayez jamais d'entrave à pouvoir, auprès d'une femme, vous exprimer sur un sentiment que vous avez par rapport à la situation qu'elle peut vivre. Ça ne veut pas dire que vous allez être là pour la sauver, ça veut dire qu'il y a une véritable conscientisation des violences à votre égard en tant que professionnel, peut-être en tant qu'ami, en tant que personne de la famille, et de ne pas fermer les yeux en se disant que si jamais on ouvre la boîte de Pandore, elle ne va jamais s'arrêter. Non, c'est important de mettre des mots sur ce que vous avez pu observer ou sur ce que vous avez pu comprendre de la situation. Respectez le rythme de la personne tout en lui apportant des conseils concernant une orientation adaptée. Si vous ne savez pas faire, ce n'est pas grave. Il y a des assos qui existent, il y a des dispositifs qui existent. Renvoyez sur les professionnels qui sont spécialisés. Respectez le rythme de chacune de ces femmes. Leur rythme ne sera peut-être pas le vôtre, et c'est pas grave, mais peut-être qu'elles partiront jamais, et peut-être qu'elles partiront dès la première opportunité qui leur sera faite. Respectez la dynamique des allers-retours, ces fameux 7 allers-retours en moyenne. Ne pas imposer votre vision, maintenir le lien de confiance, s'autoriser à interroger, accompagner vers des services et des assos spécialisés, et respecter aussi les obligations personnelles, professionnelles et familiales de la femme. Une femme peut à un moment donné vous dire qu'elle n'est pas prête à partir parce qu'elle vient d'intégrer un super job et que si jamais elle s'en va, elle perd ce travail et que ça va complètement déséquilibrer tout le pilier finalement sur lequel elle repose potentiellement une forme d'équilibre. Respectez ça, c'est peut-être pas juste son moment à elle. En résumé, je ne vais pas réitérer mon propos puisqu'il va falloir que je m'arrête. Nos coordonnées, mais auxquelles vous aurez accès. Et je vous ai mis également les coordonnées d'autres associations qui sont spécialisées sur le territoire lillois, notamment l'association Louise Michel, le réseau des CIDFF, l'échappée, le planning familial et la IAVM. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Beauvais, de cette intervention très complète et très intéressante. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle que vous souhaiteriez poser? Oui, Madame. Alors, attendez, on va vous amener un micro, sinon on ne vous entend pas. Qu'est-ce que... Ah, la lesbophobie. La lesbophobie, ce sont les violences faites aux femmes lesbiennes. Pardon, peut-être que c'est vrai que des fois je peux parler un peu vite, mais voilà, la question de la lesbophobie et de la transphobie. Donc là, pour le coup, les violences qui sont faites aux personnes qui sont en transition. D'autres questions? Il y a une dame là-bas, où ça? Levez la main que je vous vois. Là-bas, en haut, on va vous apporter un micro, madame, ne bougez pas. Bonjour, je voulais savoir en quoi ça consistait le nouveau système de bracelet anti-rapprochement. Alors en fait, c'est un dispositif qui a été mis en place en octobre de mémoire, qui a été lancé par le garde des Sceaux et qui a pour objet de placer sur monsieur un bracelet. Comme dans le cadre d'un bracelet, une alternative à la prison, à l'incarcération. Donc en fait, monsieur a un bracelet et madame a un récepteur avec elle, qui peut être un récepteur qu'elle accepte de porter comme, entre guillemets, une montre ou un récepteur dans son sac. Et en fait, si l'auteur est dans un rayon de moins d'1 kilomètre de sa victime, le récepteur de madame bip une première fois et le récepteur de monsieur, le bracelet, bip. Il a alors quelques minutes, alors je ne sais plus exactement, je vous dirai un quart d'heure, mais je ne suis pas sûre, pour s'éloigner du
périmètre dans lequel se trouve Madame à moins d'1 kilomètre. Si ce n'est pas fait, le récepteur de Madame bip et les forces de l'ordre sont systématiquement informés de la présence de l'auteur à moins d'1 kilomètre de Madame avec une géolocalisation. C'est un dispositif qui existe en Espagne depuis 10 ans et qui a vraiment permis de réduire significativement la question de la réitération des violences et des féminicides. Vous disiez tout à l'heure que ça n'était pas très opérant en France encore, ce dispositif? Il date d'octobre. Toutes les juridictions s'en sont pas encore saisies. On a également, évidemment, ça a un coût, mais j'ai envie de dire comme toutes les mesures qui sont mises en place. Et donc, on est vraiment sur une attente de déploiement au niveau des différents parquets et des différents ressorts des tribunaux en France. D'autres questions? Là, Benoît. Oui, bonjour Madame Benoît-Joly, je suis le directeur du service de la formation de l'école. Je vous remercie pour votre exposé très intéressant. J'avais retenu au début de votre propos qu'une action était conduite en direction de mineurs dans le Pas-de-Calais. Et j'étais intéressé de savoir, puisque manifestement le travail conduit porte sur la question du développement de l'empathie. On sait par des études que nos mineurs délinquants, ceux dont on s'occupe à 98%, 18% dans cette maison, eh bien, le centre de gravité de notre action, c'est la question de la responsabilisation. Or, en amont de la responsabilisation, il y a des enjeux qui sont des enjeux simplement d'accès à l'empathie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces sujets, sur ce sujet-là, dans les travaux qui sont conduits ou dans les actions qui sont menées, sur cette question primaire de comment je suis capable de me mettre à la place d'un autre ou d'une autre? Alors, en fait, on sait, on a des années de travail et d'expérience sur l'intervention auprès de groupes très divers, que ce soit de jeunes de la PJJ ou d'autres groupes. Et en fait, on s'était rendu compte que les outils qui étaient les nôtres, alors qui passent sur des outils, des supports, voilà, type PowerPoint, sur des films, sur des courts-métrages, sur parfois des courts-métrages un peu choc. Après, ça peut être parfois sur des images de publicité. Voilà. On a vraiment plein de supports divers et variés qui permettent, on l'espérait, on l'espère encore aujourd'hui, aller au plus près d'une forme de conscientisation à minima, voire dans l'idéal, de responsabilisation par rapport aux actes qui ont été commis. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il nous manquait quelque chose, qu'on n'était pas finalement assez en mouvement, assez nous-mêmes aussi en empathie par rapport à la situation qui avait pu être vécue et qui avait pu être commise. Et il nous a semblé extrêmement intéressant d'introduire la question du théâtre forum et la question du théâtre de l'opprimé. D'où le fait que, pour nous, c'est une grande première de travailler avec les jeunes de la PJJ du Pas-de-Calais, avec cet intervenant de théâtre qui est vraiment spécifique sur ce type d'intervention, et finalement d'être dans son corps, dans sa posture, dans son geste, dans sa parole, dans son ton de voix, dans une forme, là pour le coup, et d'empathie et de conscientisation de l'acte qui a été commis. Donc, j'ai envie de vous dire, revoyons-nous dans quelques mois et je pourrai, je l'espère, vous faire une diatribe sur la plus-value de ce dispositif, de cette création, mais je suis persuadée que ça va fonctionner. Le théâtre forum et le théâtre de l'opprimé, pour peut-être ceux et celles qui connaissaient, on est vraiment dans la mise en acte des mots qui ont été posés et finalement de cette appropriation très intellectuelle, même si on essaie vraiment de simplifier le discours, de simplifier les outils. Mais en tout cas, on reste convaincu que le vivre dans son corps permet à un moment donné de pouvoir le conscientiser. Une dernière question? Non? Bien. Eh bien, merci beaucoup, Madame Beauvais. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette séquence avec Madame Karine Boucher, qui est une ancienne victime de violences conjugales. Donc, les faits qui sont liés à votre agression physique remontent maintenant à fin 2010, mais vous avez subi des violences pendant près de 23 ans. Un jugement est intervenu en 2013 et vous avez entamé un long parcours de reconstruction physique et psychique avec 4 enfants. Voilà.
Donc, je vais vous laisser nous raconter votre histoire, puisque Madame Mauvais disait qu'une histoire n'est pas l'autre, aucune histoire ne se ressemble. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez quelles ont été les premières personnes vers qui vous vous êtes tourné pour dire ce que vous avez vécu, pour vous en sortir, puisque vous me disiez dans un entretien de préparation de cette séquence, si une victime n'ose pas dire ce qu'elle a vécu, elle ne peut pas se décharger émotionnellement. Tout à fait. Donc, bien écoutez, je vais vous apporter mon témoignage, et dans ce témoignage, vous y trouverez probablement les réponses. Je vais tout d'abord tenter de vous présenter les obstacles et les épreuves auxquelles j'ai dû faire face pendant des années. J'ai rencontré celui qui allait être mon conjoint pendant 23 ans. J'avais 17 ans, lui, il en avait 20. Très rapidement, il a enclenché un phénomène d'emprise à mon égard. Cette forme d'appropriation, de mise sous dépendance de l'autre, est insidieuse. Elle s'est mise en place progressivement et a suivi plusieurs voies. La dépendance affective, la perte d'autonomie, y compris financière. J'ai travaillé pour lui, qui était artisan, sans jamais disposer de revenus. Le dénigrement, qui a conduit progressivement à la perte de confiance en soi. L'isolement. Il m'a coupé petit à petit de ma famille. Il a réussi à mettre une distance, mes enfants sur lesquels il exerçait aussi une forme d'emprise. Ce phénomène d'emprise s'est accompagné de violences. Les violences psychologiques et verbales, mais aussi les violences sexuelles. J'ai été violée à nombreuses reprises. Des violences physiques et les violences administratives. Cet homme est intrinsèquement violent. C'est sa façon d'être. Il était d'ailleurs violent avec les autres. Il a été condamné, par exemple, pour violence en réunion, pour tentative sur un membre de sa famille. Après plus de 20 ans, il a réussi à faire de moi une bête traquée. Il m'a enfermée dans cette situation comme un prédateur parvient à priver sa proie de toute issue. Mais un événement en mars 2010 s'est révélé un événement déclencheur pour moi. En effet, il a eu cette phrase en sortant d'une garde à vue : « Je ne passerai pas ma vie sans tuer quelqu'un ». Ce sont ces mots qui m'ont fait prendre conscience qu'il fallait fuir, quelles qu'en soient les conditions et les conséquences. Sinon, je savais que c'était la mort qui m'attendait. Cette fuite, ou plutôt cette évasion, a eu lieu le 8 octobre 2010, après qu'il m'ait menacé de me fumer. Il m'a conduite en état de choc chez ma mère et avec le sentiment coupable d'avoir abandonné mes enfants et qu'il saurait en plus s'en servir contre moi. Et le 16 novembre suivant, le jour de l'anniversaire de notre fils aîné, il m'a rejoint devant l'école et il m'a tiré 3 cartouches de fusil de chasse, à bout portant, devant notre fils, le plus jeune, et sous les yeux de toutes les personnes présentes. Un tir m'a blessé à la tête, un autre dans l'aine, et le 3e à l'épaule. Je suis restée entre la vie et la mort pendant 48 heures, et je suis morte 2 fois. Quant à lui, après une cavale de 2 jours, et non sans avoir blessé un gendarme, il a finalement été interpellé. J'avais la vie sauve, et l'après commençait. Mais il allait être parsemé d'une multitude d'obstacles. Je suis sortie du coma environ 3 semaines plus tard. Le réveil a été synonyme d'incompréhension. Je ne me souvenais que du premier tir, mais rien d'autre. Pour autant, je ne posais pas de questions. J'étais encore sous emprise. J'avais en effet appris à ne pas déranger, à me faire toute petite. Très vite, j'ai appris que j'allais devoir être amputée. Je croyais que je perdrais que la main droite. Pourtant, en revenant de la salle de réveil, le médecin est entré dans ma chambre et m'a demandé froidement si j'avais vu.
Il souleva le drap. Et à ce moment-là, ce fut un choc. Je croyais voir mon bras, mais j'ai vu le matelas. J'ai été amputée au-dessus du coude. J'ai passé 6 mois à l'hôpital où les soins étaient pratiqués par des hommes. Pas facile, hein. Ils ont dû m'apprivoiser, instaurer une relation de confiance, car ils avaient compris que je ne supportais pas physiologiquement que l'on me touche. J'aurais tissé aux premiers liens sociaux. Le personnel de l'hôpital avait fait disparaître les miroirs. Mais il fallait que je me regarde parce que ce jour-là, on m'avait lavé les cheveux. Ça faisait 3 mois à peu près. Et je me suis souvenu que j'avais un petit coffret où il y avait un miroir dessus. Et c'est la première fois que je me suis vue. Ça a été un véritable choc. Il fallait que j'accepte cette nouvelle apparence. On m'a dit que ça allait être long, mais que les cicatrices disparaîtraient petit à petit. J'ai fait confiance. Je me suis appuyée sur la bienveillance des soignants, sur le fait qu'on s'occupait de moi, et je commençais petit à petit à accepter, à m'ouvrir un peu. Après ces quelques mois d'hospitalisation, j'ai rejoint le centre de rééducation Jacques Calvé à Berck. Ce lieu allait marquer ma renaissance, sans que je le sache encore. Il a été synonyme de souffrance physique, mais il a surtout été un havre de paix, une famille. La mienne aussi était présente, mais elle était en souffrance, et l'écouter était souvent plus dur que réconfortant. Au centre, j'étais bien. Je suis devenue petit à petit une référente maternelle pour les plus jeunes. On m'appelait Maman Calvé. Quelle fierté quand vos propres enfants ne vous regardent plus. J'ai trouvé une place, un statut dont j'avais besoin. J'ai commencé à prendre du recul et je retrouvais confiance en moi, à être rassurée. Et là, j'y ai emmagasiné de l'énergie, vraiment beaucoup d'énergie, par le bien-être qui régnait là-bas. Et je n'avais pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et cette énergie emmagasinée, bien, j'allais en avoir vraiment besoin, mais énormément. Et de ce début d'équilibre que je retrouvais, car en parallèle, je devais faire face à d'autres événements sur lesquels je n'avais aucune prise. Il y a eu tout d'abord la confrontation avec mon ex-conjoint dans le cabinet de la juge d'instruction, au cours de laquelle j'ai dû me présenter à lui tel qu'il m'avait transformée. Et j'ai dû accepter de le voir se retourner vers moi et de me dire « bonjour ». Puis il y a eu la reconstitution, à laquelle j'ai participé pendant 2 jours sans y avoir été préparée. Et je l'ai vu à l'issue de cette reconstitution me faire un signe de menace. Saisie par ce geste, j'étais tétanisée et ne pouvais plus m'exprimer. Le procès a été éprouvant. Il a eu lieu en 2013, durant 4 jours. À l'issue, il a été reconnu coupable et condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre. Je vais à présent vous parler des chemins de la résilience qui ont été les miens, des façons dont j'ai répondu à la question « Qu'est-ce que je vais faire de ce qu'on m'a fait ?» Alors que j'étais encore au centre de rééducation et que les choses s'apaisaient, je reprenais confiance en moi. Un premier chemin s'est ouvert à moi. Là-bas, on y fait du sport et j'ai essayé le peu de sport que j'ai pu essayer. Je ne me voyais pas pouvoir faire ça à la sortie. Et j'avais ma prof de sport qui me fait appeler et qui me dit « Écoute, Karine, j'ai quelque chose qui pourrait te convenir. » Je dis « Vas-y, dis-moi, parce que j'ai vraiment hâte d'avoir quelque chose à faire à la sortie. »
Et là, elle me dit, bah, écoute, il y a un groupe, je suis à l'initiative d'un groupe avec un club de golf. Alors moi, du golf, d'accord. Et tu veux que je fasse quoi? Bah, tu vas venir et tu vas t'initier au golf. Bon, comment vous dire que j'étais droitière, taper d'une main gauche. Je me suis dit, bon, je veux bien essayer. Et puis, je me suis vraiment interrogée, hein. Et puis, comme beaucoup, j'avais l'image d'un sport réservé à une certaine catégorie sociale. Pourtant, j'ai saisi l'opportunité et puis j'y suis allée. Et puis là, je trouve un réconfort. Je suis enchantée de cette découverte. Et je suis allée au-delà du parcours. Je me suis inscrite dans ce club en sortant de rééducation. Et vraiment, pour moi, le golf a été une véritable thérapie. Pourquoi? Parce qu'il m'a aidée à retrouver de la concentration, une force musculaire, de l'endurance. Mais surtout, il m'a permis de aussi créer des nouveaux liens sociaux à la sortie du centre. C'est important. Rapidement, j'ai fait l'objet de reportages dans la presse et en tant qu'handi-golfeuse, on ne parlait plus de moi dans la rubrique des faits divers. J'ai été contactée par le président de l'association handi-golf qui m'a confié des responsabilités. Waouh, moi, on me confie des responsabilités. J'ai accepté. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, si on me dit que je suis capable de le faire, je vais essayer. Et puis, au moins, et je le suis toujours. Donc, je suis devenue déléguée régionale de l'association Handi-Golf France. J'ai également intégré le comité départemental du Pas-de-Calais. Je suis devenue référente du paragolf à la Ligue des Hauts-de-France. Aujourd'hui, je suis non seulement joueuse, mais je suis devenue une compétitrice classée mondialement. Je transmets aussi l'envie aux personnes handicapées et valides de découvrir et à pratiquer ce sport en animant, en encadrant des séances, par exemple en EHPAD et en centre de rééducation et auprès des écoles de golf. Et en 2016, j'ai reçu ma première fiche de paye. Waouh! Et quelle fiche de paye? Celle d'une boîte de production cinématographique qui m'avait contactée pour un casting. Et cette fiche de paye symbolise le moment où je me suis totalement acceptée telle que j'étais. Il faut quand même que je vous raconte. Je reçois un premier mail auquel je n'avais vraiment pas spécialement... Bon, je l'ai lu. Voilà, cette société de production cherchait un profil de femme. Et a priori, je correspondais. Bon, je me suis dit, bon, il y a bien quelqu'un d'autre qui va répondre à ma place, hein. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui sera intéressé et qui... Et dans la foulée, je reçois un second mail, mais là, de quelqu'un que je connaissais, qui m'a dit, voilà, le président d'une association qui s'appelle l'ADEPA, qui m'a dit, ah bah écoute, Karine, je pense que ça pourrait t'aller. Bon, je lui ai dit oui, mais... Et puis le troisième mail, là, je me suis dit, bon, bah là, il va falloir que j'accepte cette situation. Donc, je réponds d'accord. Et là, j'ai la directrice de casting qui m'explique, qui me dit, voilà, est-ce que vous avez dans votre garde-robe telle et telle forme de vêtements? Donc, je lui réponds oui. Donc, il fallait des vêtements neutres, sans logo, etc. Et puis, je lui dis, mais c'est pour quel rôle? Parce qu'on ne m'en a pas encore parlé, là. Et là, elle me dit, eh bien, ce sera pour Nawel Madani qui fait son biopic et il y aura François Berléand. J'y croyais pas trop, hein. Je me suis dit, bon, c'est bon, il y a quelqu'un d'autre qui va répondre à ma place. Et elle me dit, donc je lui demande, qu'est-ce que c'est comme rôle? Elle me dit, bah voilà, dans le biopic de Nawel Madani, il y aura un moment où elle va avoir une usurpation d'identité et elle va devoir énormément d'argent, donc elle va se retrouver incarcérée en prison. Donc là, je commence à me poser quand même la question. Et là, elle me dit, donc vous allez être une codétenue.
Donc pensez bien que dans mon esprit, je pense à la situation de l'autre. Lui, il est en prison. Moi, on me propose mon premier rôle, c'est une codétenue. Bon, elle me dit de toute façon, il faudra que vous prévoyiez deux sacs différents parce qu'il y aura un sac qui va aller, qui partira avant votre présence sur les lieux du tournage. Et là, je lui dis, mais oui, mais c'est où le lieu de tournage? Elle me répond comme ça, ce sera la prison de Versailles, à Paris. Donc, mon premier rôle, ma première fiche de paye, c'était en tant que codétenue à la prison de Versailles de Paris. C'est quand même assez impressionnant. Un peu plus tard, on m'a proposé de faire un premier premier shooting photo pour une entreprise roubaisienne qui est devenue assez connue maintenant, qui s'appelle You Exist, qui est connue dans le monde du handicap parce qu'ils customisent les prothèses. J'ai fait d'autres shootings photos. Et après toutes ces expériences, je n'avais définitivement plus de problème avec celle que j'étais devenue physiquement. Ça a été long, parce que je n'avais pas de repère identitaire, pas de miroir, au sens où j'étais la première femme amputée que je rencontrais. Alors que mon ex-conjoint m'a dit pendant des années que je ne servais à rien, que j'étais nulle, que sans lui, j'étais rien. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir partager mon parcours de femme ayant été victime de violences conjugales et de femmes amputées. J'assiste des femmes dans les épreuves qu'elles traversent. J'informe par mon expérience dans le cadre de conférences comme celle de ce soir et auprès des lycéens pour la prévention des violences, là où elles commencent. J'essaye d'apporter des conseils, des informations, voire du réconfort, d'être utile aux autres. Quelque chose me manquait pourtant. Ma vocation était de devenir infirmière. La funeste rencontre des 17 ans a fait avorter ce projet. Mais l'envie était toujours là. Pour la satisfaire, j'ai recherché quelle association qui pourrait correspondre à mes attentes. Et j'ai trouvé une association qui s'appelle l'Association des Blues Roses. Et là, tous les mercredis après-midi, ils vont vous en vouloir, parce que normalement, je m'occupe d'eux dans une EHPAD du Calaisis et je fais des animations. Enfin, si j'ai subi toutes ces épreuves, je n'ai pas été la seule. Ma famille, mes enfants, et en particulier mon plus jeune fils, en ont souffert. Et pourtant, mon fils m'a mise à l'honneur et a su me faire un merveilleux cadeau. Il a participé au projet Moteur, qui est un projet mis en place par l'Éducation nationale autour du cinéma. Il n'y a pas de hasard. D'abord moi, ensuite mon fils. Et dans le cadre de ce projet où il s'agissait de réaliser une vidéo sur une personne inspirante, il m'a choisi. Sa vidéo a été récompensée, ce qui lui a permis d'être invité au Festival de Cannes pendant 1 semaine. Au-delà de cette symbolique, tout en ayant dû aussi surmonter les épreuves, il a été constamment à mes côtés et toujours fait preuve d'amour. Il a su m'accompagner, d'être là pour moi comme je l'ai été pour lui. Et d'ailleurs, on va peut-être en profiter pour vous montrer cette petite vidéo qui est très courte, qu'a fait le fils de madame, oui, qui dure 1h30. Donc, si on peut lancer la vidéo, s'il vous plaît. Salut, moi c'est Paul et j'ai 16 ans. Dans la vie, j'aime faire beaucoup de choses. Sortir avec mes amis, enfin surtout les embêter, passer du temps avec ma famille, parler l'espagnol ou encore jouer avec les animaux. Mais on n'est pas là pour parler de moi. Il faut que je vous parle de celle qui selon moi est un exemple. Pour moi, la personne qui m'inspire le plus, c'est ma mère. C'est une femme généreuse et remarquable. C'est une femme qui a vécu un lourd passé. Et quand j'étais petit, je l'ai vue mourir sous mes propres yeux. Je pensais que c'était les 3 coups de trop. Je croyais que c'était la dernière fois que j'entendrais sa voix. S'ensuit d'interminables années d'hospitalisation. Pendant son hospitalisation, elle a découvert sa vocation pour le golf. Aujourd'hui, elle fait de son handicap une force. Elle est déléguée régionale de l'handigolf. Elle fait part de son expérience dans des interventions.
et elle a joué le rôle d'une prisonnière handicapée dans le film C'est tout pour moi. Les valeurs qu'elle porte sont infinies. Culture, chaque jour elle m'apprend quelque chose. Gentillesse, elle est toujours là dans les bons et les mauvais moments. Liberté, désormais plus rien ne l'arrête. Persévérance et volonté, elle n'a jamais abandonné. Son histoire m'a donné l'envie de me battre pour l'égalité des femmes et l'intégration des groupes minoritaires dans notre société. Même si ça peut paraître niais, j'ai la plus belle et formidable des mamans. Maman, cette vidéo, je te la dédie. Je t'aime. Je vous laisse poursuivre. Donc je vais conclure. Merci pour vos applaudissements pour mon fils. En conclusion, je voudrais insister sur les points suivants. Aussi dures que les épreuves que l'on traverse, il faut d'abord parvenir à les accepter. Mais ça n'est jamais suffisant. Il faut être accompagné pour faire la totalité du parcours de la résilience. Celle, celui ou ceux qui tendent la main mettent en sécurité la personne, lui redonnent confiance, l'aident à s'ouvrir, s'épanouir, lui montrent qu'elle a du potentiel parce qu'elle n'est pas forcément capable de s'en rendre compte seule ou de les mettre en œuvre. Après tout le chemin que j'ai parcouru, grâce à l'aide et à la confiance des autres, je suis devenue une femme résiliente. J'ai appris à me respecter, à être respectée. J'ai appris aussi à dire non. Aujourd'hui, autant que possible, je veux donner aux autres, en les accompagnant, ce que l'on m'a donné. Merci. Merci beaucoup, Madame Boucher, pour ce témoignage éprouvant et qui raconte un parcours extrêmement difficile, mais en même temps qui vous a donné de nombreuses opportunités. C'est ce que vous Voilà, expliquez. oui, Hein. oui. Vous m'aviez dit aussi, si on veut vivre, il faut saisir les opportunités. Oui, même si elles peuvent paraître absurdes ou non, c'est pas pour moi. Non, mais il faut essayer, il faut y aller, quoi. Il faut essayer. Il faut essayer, oui. Voilà. Alors, on va passer maintenant aux questions à la salle. Est-ce que vous avez des questions à poser à Madame Boucher sur son récit, sur ce qu'elle a vécu, sur la manière dont elle s'est sortie de sa situation? Madame? Bonjour, merci pour votre Bonsoir. témoignage. Je voulais savoir, vous parliez d'un centre à un moment après votre hospitalisation. Je n'ai pas retenu le nom du centre où vous aviez dit trouver la paix, etc. C'était quel type de centre et qu'est-ce que vous avez eu comme soutien et suivi là-bas? Alors, c'est le centre de rééducation Jacques Calvé, puisque comme vous pouvez le constater, je suis amputée. Et quand je suis arrivée dans ce centre, j'y ai pratiquement passé pratiquement 2 ans, ce qui est énorme, parce que les séquelles, donc ça, j'en ai pas fait trop référence, mais là, je peux vous les dire. Il y a eu un scalp au niveau de la tête. Il y a eu donc l'amputation. Il y a eu en tout et pour tout 23 interventions chirurgicales. Et il y a eu aussi la jambe droite qui aurait pu être amputée aussi. Donc, quand je suis arrivée dans ce centre, je ne marchais pas. Il a vraiment fallu tout réapprendre. Donc, il a d'abord fallu passer par la réadaptation physique avant de pouvoir passer au psychologique. Donc là-bas, oui, effectivement, il y avait une psy. Malheureusement, cette psy, elle passait plus de temps à pleurer avec moi que... Mais comme quoi, sa sensibilité, elle m'a réconfortée aussi. Parce que finir par se dévoiler à quelqu'un, c'était pas facile non plus pour moi. Et il fallait, je pense que le fait de pleurer ensemble, ça veut dire que pour moi, c'était beaucoup plus facile de m'ouvrir à elle aussi. C'était oui, une relation qui s'instaurait. Et puis, il y a eu aussi tout le personnel soignant. Ça a été vraiment extrêmement important quand il fallait rassurer aussi en disant mais si vous allez voir, d'ici quelques temps, vous allez pouvoir récupérer, vous allez pouvoir refaire de la cuisine, vous allez pouvoir vous intéresser à plein d'autres choses.
parce que sur l'instant, j'étais extrêmement fatiguée. J'avais une fatigue qui prenait une énergie, enfin qui continuait de me prendre mon énergie. Et le peu d'énergie que j'avais, c'était pour combler la souffrance, la douleur physique. Et quand vous savez que même quand vous êtes dans la douleur, quelqu'un qui vient vous parler de la pluie et du beau temps, même si c'est pas longtemps, eh bien, vous parlez de la pluie et du beau temps avec lui ou avec elle. Et on sort à un moment donné et on se rend compte que, bah, tiens, j'ai un petit peu moins mal aujourd'hui. Bon, alors écoutez, bah, demain, vous allez pouvoir aller en balnéo. Vous allez voir, ça va aller mieux. Vous allez pouvoir apprécier les massages, pouvoir... Ça, c'était important. Et j'avais une relation qui était extrêmement privilégiée, c'était avec ma kiné. Parce que c'était une étudiante. Et ce que je ne savais pas, que j'ai découvert quelques temps après, ils ont des profils dans leurs études. Et moi, elle m'a choisie. Pourquoi elle m'a choisie? Parce qu'elle, c'était une étudiante libanaise. Et elle a connu la guerre. Et son papa était dans l'armée. Et elle a vécu tout le temps en tente. Elle a toujours vécu... elle suivait son père sur les parcours de guerre. Et elle s'est toujours dit, parce qu'elle voyait forcément des blessés de guerre, et elle s'est dit, mais moi, petite, je voulais aider les infirmières, je voulais me rendre utile pour venir en aide aux blessés de guerre. Et quand elle a su qu'il y avait une dame qui avait été, pas blessée de guerre, mais c'était tout comme, hein, puisque j'étais mutilée de guerre, pour elle, j'étais une mutilée de guerre. Donc, en s'occupant de moi, elle palliait elle-même pas un vide, mais un souhait qu'elle avait plus jeune. Donc là, on avait instauré des discussions. C'était des gens que je voyais quotidiennement. On sortait du centre le samedi matin, mais on y retournait le dimanche. Donc, on était là-bas tout le temps. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, là-bas, c'était une famille. Je passais énormément de temps là-bas. Et puis, il y avait aussi, dans l'année où je suis arrivée, il y avait énormément de jeunes qui avaient eu des graves accidents de voiture, qui, eux, n'auraient jamais retrouvé, vont jamais retrouver l'usage des jambes, qui vont jamais retrouver une mobilité, enfin une dextérité, parce que, voilà. Et quand je les voyais rire, s'amuser, mais je me disais, moi, je me plaignais pas, hein, je me plaignais pas du tout, hein. Mais j'y trouvais mon compte, j'y trouvais vraiment une place. J'étais vraiment maman Calvé. Et pourquoi maman Calvé? Parce que je vais vous raconter un épisode qui m'est arrivé. J'étais dans ma chambre et la fermeture des portes du centre se fermait à 22h. Et à 9h30, je suis redescendue au distributeur et puis je vais boire mon café à l'extérieur. Il faisait pratiquement nuit. Et puis, il y avait Nancy, qui est d'origine martiniquaise et guadeloupéenne. Et dans la pénombre, je la vois, donc elle avait McDo sur ses jambes, donc elle est paraplégique, et elle avait tendance à poser son fauteuil contre la baie, et elle était en train de manger avec une autre jeune fille, et je la vois, ses yeux s'exorbiter. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a, Nancy? Qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, elle était en train de s'étouffer. Elle faisait une fausse route, parce qu'elle, n'ayant plus d'abdos, elle ne pouvait pas régurgiter. Et là, voilà, d'instinct, j'ai mis en œuvre la méthode Heimlich, et je lui ai permis de vomir, en fait, ce qui entravait ses voies aériennes. Et quand tout était remonté, je l'ai ramené dans son service pour qu'il la mette sous oxygène. Et là, je reçois un message sur mon téléphone. Et puis, elle m'a écrit, tu m'as sauvé la vie. J'ai pas mes parents tout près, parce que ses parents étaient en Guadeloupe et en Martinique. Elle m'a dit, est-ce que je peux t'appeler maman? Et là, je vous promets que c'est quelque chose de très, 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 très touchant. Et aussi, pour moi, ça m'a quelque part réconfortée, parce que je me suis dit, je suis peut-être nulle pour mes aînés, tant pis, je ne suis pas nulle pour les autres.
Et ça m'a fait un bien formidable. D'autres questions dans la salle? Oui, madame, on vous apporte un micro. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, je tenais à vous remercier pour ce que vous nous avez dit. J'ai trouvé ça très touchant. Et c'est vrai que d'un point de vue personnel, c'est vrai que ça m'a assez marqué parce que j'ai passé bon nombre de temps aussi à l'hôpital Calvé. Pas Ah. pour moi, mais pour ma belle-mère qui s'est également fait amputer des 2 jambes. Et donc voilà, c'est vrai que c'était assez touchant d'entendre d'autres échos. Et sinon, j'avais une petite question qui peut paraître, je sais pas, peut-être assez étrange, mais vous dites que vous avez mis quand même une bonne vingtaine d'années pour vous détacher, entre guillemets, et réaliser cette séparation. Je ne sais pas si on vous a tendu la main durant ces 20 ans. Ouais. Oui, évidemment, quand il y avait des périodes où c'était vraiment très, très explosif, eh bien, je faisais comme une sœur. J'ai appelé ma famille. Et là, ça a été une erreur parce qu'il a sorti le fusil de chasse et il a menacé les membres de ma famille. Et ça, c'était en 2003. D'accord. Donc après, je culpabilisais. Je me suis dit, mon Dieu, mais s'il était arrivé quelque chose, ça allait être de ma faute. Donc voilà, le problème, il a été réglé très rapidement. Il y a eu les armes. Mais moi, je me suis dit, je ne peux plus mettre en danger ma famille. Moi, si je l'étais, voilà, je faisais avec. En fait, il a vraiment fallu attendre un certain déclic, entre guillemets, de votre part. Eh bien, le déclic, donc, ça a été, comme je le disais, en mars 2010, quand il est sorti de sa garde à vue. parce qu'il il avait été menacé de mort son beau-frère chez lui. Et donc, il a été mis en garde à vue. Et c'est à la sortie de sa garde à vue qui m'a glissé à l'oreille: je ne passerai jamais ma vie sans tuer quelqu'un. Et comme je voyais s'accentuer la violence envers moi ces derniers mois, donc de mars à octobre, j'ai vécu un véritable enfer. Il était là H24. H24. Et j'avais aucun moyen ni de téléphoner. On avait des codes avec ma mère. Ma mère habitait le même village que moi. J'habitais à 800 mètres de chez elle. 5 ans sans pouvoir la voir. 5 ans. Et quand j'ai pu avoir... donc on communiquait. Donc si je voyais une de mes belles-sœurs au supermarché, on essayait de se glisser des petits mots comme ça. Et ma mère faisait sonner 3 fois le téléphone. On n'est pas chez Bienvenue chez les Ch'tis, mais c'était tout à fait ça. Quand elle faisait sonner 3 fois le téléphone, si je pouvais l'appeler, je savais qu'elle était chez elle, donc je pouvais l'appeler. Elle était là. Donc elle prenait toujours de mes nouvelles par ce biais. D'accord. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. D'autres questions? Madame, là-bas, oui. De l'autre côté. J'espère que ma question ne sera pas perçue comme une question très personnelle, mais je voulais savoir un peu, est-ce que vos enfants ont formulé le désir de revoir leur père? Et si c'est le cas, comment vous avez réagi à ça? Alors, il faut savoir que mes 2 aînés étaient... un avait 17 ans le jour où leur père a voulu me tuer, et ma fille aînée qui avait 18 ans. Ma fille aînée et mon second fils vouent un culte. Moi, ça me dépasse. Je n'existe plus pour mes aînés. Leur père, leur père, leur père, leur père. Pourquoi? Mécanisme de l'emprise. Sauf que malheureusement, ça fait énormément de dégâts parce que moi, j'ai toujours des nouvelles de ma fille, parce que dès que je peux avoir des nouvelles, des informations, j'essaye toujours d'en avoir. D'ailleurs, son petit ami de l'époque, je l'ai revu l'année dernière.
Et lui, j'ai pu avoir des informations sur ce qui s'était passé en off. Même lui, il m'a dit, mais elle est complètement détruite. Aujourd'hui, elle a 30 ans, j'espère qu'elle va mieux. J'en doute, j'en doute. Tant qu'elle n'aura pas compris que le boulet qu'elle traînait, c'était pas moi, mais c'est son père. Parce que son père est toujours là. Hein. Il sortira très bientôt. Là, je pense que ça sera peut-être plus forcément la même histoire. Par contre, ma seconde fille et mon dernier fils, ça c'est... Je suis maman, maman, maman. Des fois, je dis, bah, lâchez-moi un petit peu quand même. Et donc, ce fils, c'est celui qu'on voit dans la vidéo, n'est-ce pas? Oui, voilà. Paul, c'est... Donc oui, forcément, lui, il a été là, il a tout vu, il a grandi avec notre parcours, notre histoire. Et je peux dire que j'en suis très, très fière parce que scolairement, il s'en est toujours très bien sorti. Il a eu son brevet avec mention très bien, son bac mention très bien. Et aujourd'hui, il est dans un IEP à Sciences Po Aix-en-Provence. Donc comme quoi, on peut avoir des choses lourdes à gérer quand on est bien encadré, quand on est accompagné, parce que lui aussi, il a été accompagné, et puis on arrive à s'en sortir. Je juge pas, j'ai toujours un petit peu de mal quand les gens se cachent derrière les problèmes des autres. C'est-à-dire que ça m'aurait fait vraiment mal que mon fils me dise oui, mais j'y arrive pas au niveau scolaire parce que il t'est arrivé ça ou ci ou là. Je peux dire que ma famille et moi-même, on l'a vraiment assisté, aidé, et puis il avait les capacités aussi. Hein, c'est pas... Et ça a été un leader aussi. Hein, quand il était au collège, il a été élu délégué de classe à chaque année. Même au lycée, il a été délégué de l'internat. Donc, il a tout de suite eu des responsabilités. Et je pense que ça, c'est peut-être aussi marqué parce qu'il a vécu. Il a dû se responsabiliser très jeune. Il avait 7 ans. Et voilà, il a dû grandir avec tout ça. Merci. Encore, Madame Boucher. Peut-être une dernière question dans la salle, si on a une, avant de conclure cette séquence. Non? Monsieur? Monsieur, oui. Oui, je me permets de poser une question qui sera peut-être un petit peu personnelle, mais vous avez évoqué tout à l'heure la sortie prochaine de votre ex-conjoint. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez? Alors, je ne peux pas dire que je vais forcément sauter de joie parce qu'il a déjà bénéficié de permission de sortie. Et quand je dis que le golf me permet d'avoir une excellente thérapie, il en faut parce qu'il a donc déjà bénéficié de permission de sortie, dont la première, dont je n'ai pas été informée. Je n'ai pas été informée parce que la juge d'application des peines avait décidé que pour elle, il n'y avait pas lieu de me prévenir. La seconde, j'ai été informée par mes enfants. Donc là, j'ai mis en place une demande de TGD. Sauf que quand la juge a daigné donner la date de sortie, le temps que j'obtienne, parce que dans son courrier, là, il faut que je le dise aussi, dans son courrier, elle m'avait demandé de me rapprocher de l'association France Victimes 62, parce que moi, je dépends du 62, ce que j'ai bien évidemment fait. Sauf que le temps que je prenne rendez-vous avec la psychologue, que je prenne rendez-vous avec, je ne sais plus comment il s'appelait, mais bon, qu'importe, le TGD, il était toujours au tribunal, et puis lui, il était sorti, quoi. Alors maintenant, depuis le 24 décembre 2021, on est les victimes, dès la sortie de l'auteur, nous sommes obligatoirement informés. Nous et les services de gendarmerie et de police. Parce que bon, il y a eu quand même quelque chose qui a extrêmement marqué la gendarmerie. Quand j'ai demandé à avoir une protection
parce que j'avais pas de TGD, j'avais rien. Même eux n'étaient pas avertis. Alors qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a quand même des membres de leur équipe qui avaient été blessés, quoi. Parce qu'une juge avait décidé que. Dans le programme respect de la réinsertion du détenu. Donc oui, après, je voulais revenir aussi sur le bracelet. Le bracelet, il faut savoir qu'il faut que l'auteur soit d'accord de porter le bracelet. Donc maintenant, oui. Alors, pareil, l'attribution du téléphone grave danger, c'est pour 18 mois. Donc, j'ai bénéficié, au bout de la 3e permission de sortie, j'ai bénéficié du téléphone grave danger. Eh bien, dites donc, je ne sais pas par quel hasard, il a refusé sa permission de sortie. Mais j'avais le téléphone. Alors, ce qu'on a mis en place avec le procureur de la République, comme il avait des sorties ponctuelles, on a élargi le champ des 18 mois. C'est-à-dire que moi, dès qu'il a une sortie, je ramène ensuite, dès qu'il est rentré, je ramène le téléphone grave danger. Comme ça prolonge mon obtention. Je ne sais pas si j'ai répondu. Bien. Alors, vraiment une dernière question, madame. Après, on va terminer la séquence. Est-ce que, vous dites 18 mois, est-ce que ça veut dire que la justice considère que la personne n'est plus un danger au-delà de 18 mois et donc du coup on vous retire le téléphone à cause de cela? Alors ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas y répondre. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas suffisamment et qu'on essaye de contenter, entre guillemets, tout le monde? Mais bon, moi, l'obtention du téléphone grave danger, c'était l'année dernière. Donc, je pense que maintenant, il y a possibilité de l'avoir un peu plus longuement. Ça, c'est mon avis, hein, mais pour l'instant, moi, je dépends du tribunal de Saint-Omer. Je crois qu'ils en avaient, à l'époque où moi j'ai eu le mien, ils en avaient qu'une quinzaine. Je peux peut-être apporter juste une précision effectivement sur cette question, et vous avez parfaitement raison, c'est des questions de moyens. Sur le tribunal, effectivement, le ressort de Saint-Omer, il y en a une quinzaine. Sur l'île, je crois qu'on en a une trentaine. On en aurait besoin à peu près de 10 fois plus. Donc il y a une temporalité qui est fixée. Et il y a aussi dans l'esprit du législateur, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, un processus de restauration effectivement de la part et de respect dans la réinsertion des auteurs qui est quand même prôné par la justice, notamment restaurative, qui peut être très discutée. C'est pas le débat aujourd'hui, ça le mériterait pourtant, mais voilà, pour nous, on est face effectivement à des femmes qui nécessitent une protection qui serait beaucoup plus longue que ça. Après, je voudrais juste ajouter, c'est que en France aujourd'hui, on a énormément de bienveillance pour l'auteur des actes que de la victime. Là, on va commencer à être un peu plus... il y aura des ateliers qui vont se mettre en place justement pour comment accompagner les victimes. Parce que moi, toutes les procédures que j'ai dû engager, auxquelles j'ai dû faire face, je les ai faites seule. Vous vous retrouvez devant une cour d'assises. Je pense que lui, derrière son box, il savait pourquoi il était là. Mais moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi j'étais là? C'est d'une violence... Vous ne pouvez même pas imaginer. Franchement, si vous avez un jour l'occasion d'assister à un procès, allez-y. Mais plusieurs procès. Et vous allez voir la pesanteur qu'il y a sur l'ambiance et sur le ressenti des familles. Parce que moi, quelque part, j'ai de la chance, je suis victime, mais je suis là. Et pour les familles, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que les familles, elles sont tellement dans la souffrance aussi qu'elles ne peuvent pas forcément accompagner les victimes. Ou elles ne le font pas forcément bien. Et nous, en tant que première victime, on n'y arrive pas, quoi. On n'y arrive pas, on n'arrive pas à encaisser, on n'arrive pas
On a du mal à accepter qu'ils se mettent au même niveau que nous. Et ça, c'est assez compliqué. Parce qu'on se culpabilise aussi de leur souffrance. Bien. Alors, le mot de la fin, Madame Boucher, si vraiment en une phrase, vous aviez un message à faire passer aux femmes qui, comme vous, sont victimes ou ont été victimes, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Eh ben, comme Boris Cyrulnik le disait, sauve-toi, la vie t'appelle. Il faut vraiment, vraiment, vraiment faire passer ce message que même si elles partent, si elles reviennent, moi aussi je suis partie, hein, je suis revenue aussi, hein, je suis partie et je suis revenue. Mais au final, ça revient toujours à la même chose et ça va aller c'est crescendo. Il n'y a jamais un moment de répit. Et plus ça va, plus l'emprise est forte, plus il vous écrase, plus il veut vous écraser. On n'est que des petits jouets. Alors si on ne veut plus être un jouet, et parce qu'on est une personne, on peut retrouver après. Il faut du temps, il faut de l'accompagnement, mais il faut switcher la peur. De toute façon, la peur, elle est là. Que vous soyez dans votre peur avec lui, ou après, la peur, elle est là quand même. Donc, tant qu'à faire, mieux vaut avoir la peur pour avoir une sortie de secours que de rester dans la peur et peut-être d'avoir une seule solution, c'est de se retrouver 6 pieds sous terre. Très bien. Je vous remercie vraiment infiniment toutes les deux. Merci Madame Beauvais d'être venue nous parler de votre association. Vraiment très intéressant. Et merci encore à vous Madame Boucher. Vraiment, merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Prochaine séquence le 5 juillet dans un autre registre puisque nous serons sur les femmes dans le monde du travail. Bonne soirée à toutes et à tous.